Bonjour Jules Torres. Bonjour. Alors vous êtes journaliste à Valeurs Actuelles et vous avez suivi donc la campagne présidentielle d'Éric Zemmour. De ce suivi est né ce livre, Zemmour dans le secret de la campagne, édité chez Plomb. Alors c'est un journal dans lequel vous racontez les coulisses de cette candidature. Il y a notamment plusieurs portraits et moi j'ai envie qu'on aborde un premier avis de votre part sur Philippe de Villiers. Parce qu'on a l'impression que c'est un peu la formation d'un couple politique. Quelle a été l'influence du Vendéen dans la campagne électorale d'Éric Zemmour? En fait, la candidature d'Éric Zemmour, elle commence un petit peu avec Philippe de Villiers, parce qu'on se souvient notamment à Villepinte, Philippe de Villiers doit venir. Donc vous savez, c'est le premier grand meeting d'Éric Zemmour, donc le 5 décembre 2020. Il a annoncé sa candidature 3 à 4 jours avant. Et en fait, il n'a pas de soutien à ce moment-là. Et justement, tous les journalistes appellent Philippe de Villiers, lui demandent s'il va venir, et lui dit que non. Il y a plusieurs théories. C'est pour le Puy du Fou, pour protéger l'image du Puy du Fou, ou c'est parce qu'il ne prend pas beaucoup, il n'a pas confiance dans la candidature d'Éric Zemmour. Et donc, déjà, c'est un premier accroc, entre guillemets, dans la candidature d'Éric Zemmour. Il fait Villepinte, et là, Philippe de Villiers, il regarde le meeting, et il est stupéfait. Comme beaucoup d'autres, Guillaume Pelletier le racontera après, Nicolas Bay aussi. Et Philippe de Villiers, il appelle Sarah Knafo, il appelle Éric Zemmour, et il leur dit, bon, je vais vous rejoindre, on fait ça quand? Et donc là, Sarah Knafo et Éric Zemmour réfléchissent, et en fait, ils ont prévu d'aller en Arménie. Donc c'était le 11 décembre, ça, donc 6 jours après le meeting de Villepinte. Et donc là, l'information ne fuite pas. Nous, les journalistes, on l'apprend 1 heure avant le décollage qui a lieu vers 11h30, je crois, c'était un samedi. Et donc on arrive tous, donc c'était à Roissy-Charles de Gaulle, et on voit Philippe de Villiers. Et là, on se dit, qu'est-ce qui se prépare? Donc on va le voir, il nous dit, c'est bon, en fait, je rejoins Éric Zemmour. Donc là, évidemment, pour Éric Zemmour, c'est comme, il pousse un ouf de soulagement parce que c'est son premier aliment d'un soutien de poids. Avant, il y avait Jean-Frédéric Poisson, il y avait Laurence Trochu, mais qui sont quand même, entre guillemets, et sans leur faire injure, des deuxièmes ou des troisièmes couteaux. Et donc là, on a un ancien candidat à la présidentielle, un ancien ministre donc de François Mitterrand, un ancien donc, candidat en 1995 et en 2007, qui a une expérience politique, qui a créé le Vendée Globe, qui a créé le Puy du Fou, qui a été président du conseil départemental de Vendée, qui a un CV. Et donc Éric Zemmour, ensuite, il prend quasiment tous ses conseils auprès de Philippe de Villiers, parce que Sarah Knafo, elle est certes très intelligente, elle a compris beaucoup de choses, mais en revanche, elle n'a pas d'expérience politique comme Philippe de Villiers. Donc Philippe de Villiers, il va annuler tous les plateaux, et il va se concentrer à toutes ses pensées, toutes ses réflexions, ça va être pour Éric Zemmour. Donc notamment, je pense à certains exemples avant des émissions de télé, avant TF1, BFM, quand Éric Zemmour a des grandes émissions, il se retrouve avec Philippe de Villiers, avec Sarah Knafo, et là Philippe de Villiers lui balance toutes les expressions, toutes les formules qu'il a en tête, tous les exemples, notamment lors des débats par exemple face à Valérie Pécresse, donc qui est un peu plus tard, qui est en mars. Philippe de Villiers, avant l'émission, donne à Éric Zemmour quelques formules, il lui dit par exemple, insiste sur la polémique Douglas, vous savez, ce chien qui n'a pas voté au Congrès, mais il y avait une énorme polémique à ce sujet, et qui ne s'appelle pas Douglas, qui s'appelle Clovis, c'est dans le bouquin d'ailleurs, et voilà, donc en fait Philippe de Villiers, c'est entre guillemets, lui, il se définit comme l'éminence grisonnante d'Éric Zemmour dans cette campagne, c'est-à-dire qu'on ne l'a pas vu dans aucun organigramme, il n'avait pas de poste, il n'était pas porte-parole, il n'était rien. En revanche, il avait 2 missions. Donc la première, de conseiller Éric Zemmour, de lui apporter il lui a apporté ce qu'il a vécu lui, et ensuite il avait pour mission de chauffer la salle avant les meetings. On l'a vu au meeting à Cannes, on l'a vu au Trocadéro, on l'a vu à Toulon, il a fait vraiment des discours à tous les meetings, on l'a vu au Sable d'Olonne notamment. Ce rôle-là, c'était ce rôle de mentor et de conseiller politique. Plusieurs fois, vous faites une sorte d'analogie, volontaire ou involontaire, ou peut-être l'ai-je mal perçu, avec Nicolas Sarkozy. Est-ce qu'au fond,
Éric Zemmour n'est pas en quelque sorte une sorte de Nicolas Sarkozy, peut-être moins charnel, plus intellectuel peut-être? Alors oui, c'est vrai qu'il a calqué sa campagne. En fait, Éric Zemmour, c'est assez marrant quand on le raconte et quand on l'analyse après coup, c'est qu'il a calqué sa campagne sur deux campagnes, celle de Nicolas Sarkozy et celle d'Emmanuel Macron. Et il y a notamment quelque chose qui l'explique comme ça, c'est que Sarah Knafo, on est en mars-avril 2021, donc voilà, on est à 6 mois de la candidature. Et qu'est-ce qu'elle fait? C'est qu'elle se refait toute la campagne d'Emmanuel Macron. Elle lit tous les livres sur sa campagne et elle lit tous les Macron Leaks. Et donc, ensuite, elle va regarder tout ce que Macron a fait de bien dans sa campagne, tout ce que Macron a fait de mal, pour anticiper. Et ils ont fait la même chose avec Nicolas Sarkozy. C'est-à-dire que dans l'équipe d'Éric Zemmour, il y a un certain nombre de cadres LR. Moi, je pense notamment à Guillaume Pelletier qui est arrivé en janvier et qui ensuite a insufflé cette idée de candidature sarkozyste, parce qu'en fait, Guillaume Pelletier l'a vécu de l'intérieur. Il a vécu 2007 plus en retrait et 2012 où il était porte-parole de Nicolas Sarkozy, ce qui n'était pas rien à l'époque. Et donc ensuite, ça s'est plus ressenti dans les propositions. Il y a notamment cette proposition du conseiller territorial qu'Éric Zemmour reprend. Et il y a, à mon avis, celle qui est la plus symbolique, mais c'est pas la meilleure, c'est sur la création d'un ministère de la remigration. Là, c'est clairement une volonté de refaire ce qu'avait fait Nicolas Sarkozy avec son ministère de l'identité nationale en 2007. Donc il fait ça parce que, je le raconte dans le livre, en gros, François Bayrou est autour de 23% dans les sondages. Nicolas Sarkozy est quasiment entre 22 et 24, donc ça dépend, donc ils sont au coude à coude. Et en fait, François Bayrou, il est très populaire dans les milieux de la ruralité et auprès donc, de l'électorat de Nicolas Sarkozy qui demande notamment de l'autorité. Et donc, c'est une idée de Patrick Buisson, hein, faut le savoir, c'est son conseiller politique, qui lui propose voilà, de créer un ministère de l'identité nationale. Et il fait ça, et en une semaine, il prend plus 7% plus 7 points dans les sondages. Donc c'est évidemment une réussite. Et en fait, quand Éric Zemmour, lui, le propose donc, fin mars 2022, c'est une idée de Philippe de Villiers, Nicolas Bay et Guillaume Pelletier, qui en réalité n'est pas une très bonne idée, parce qu'en fait, quand Nicolas Sarkozy le fait, il n'est pas dans une pente descendante, alors que là, Éric Zemmour, depuis la crise en Ukraine, donc depuis un mois, ne fait que baisser. En février, il était autour de 16-17%, et là, on est fin mars, il est entre 10 et 13, donc c'est le pire moment pour l'annoncer. C'est d'ailleurs ce que lui dit Patrick Buisson. Il lui dit c'est une grosse erreur que tu fais, parce que ça donne l'impression que tu ne sais pas quoi faire. Et donc c'est vrai que c'est intéressant, parce qu'il y a des bons côtés de la campagne Sarkozy chez Éric Zemmour, et il y a les mauvais côtés, donc notamment ce ministère de la remigration. Et pour conclure là-dessus, Éric Zemmour, oui, il est certes plus intellectuel que Nicolas Sarkozy, ça on le sait, voilà, il a écrit un certain nombre de livres ou quoi, mais il n'a pas le sens politique de Nicolas Sarkozy, et ça je pense que ça a joué dans cette campagne, parce que Nicolas Sarkozy, c'est un animal politique, ça je pense que qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, tout le monde va le reconnaître, mais voilà, il a un sens politique, il a montré, prendre la mairie de Neuilly dans les années 90, c'était quand même pas donné à tout le monde, en grillant la politesse à Charles Pasqua, donc ça c'est un fait qui montre que Nicolas Sarkozy, voilà, c'est quand même c'est d'un autre niveau qu'Éric Zemmour, en tout cas en termes d'homme politique et d'animal politique. Vous parlez de sens politique. Que pense Éric Zemmour de ses adversaires? Est-ce qu'il a notamment pas sous-estimé peut-être Jean-Luc Mélenchon et surtout Marine Le Pen? Alors, Jean-Luc Mélenchon, je ne pense pas, au contraire, c'est un des seuls à qui, c'est un des seuls qu'il respecte, qu'il admirait jadis, mais plus maintenant, parce qu'évidemment, on admire un personnage dès lors qu'il porte un discours avec lequel on peut s'entendre depuis, entre guillemets, le virage de Jean-Luc Mélenchon depuis 2017, notamment sur la laïcité, sur les sujets de société. Éric Zemmour, il n'est plus du tout là-dedans, mais il y a une admiration en tout cas de Jean-Luc Mélenchon, de la bête politique. C'est un des seuls, voilà, et d'ailleurs, on parlait de calquer les campagnes. On peut voir que Éric Zemmour a essayé de faire un peu du Mélenchon, notamment dans les discours, c'est-à-dire parler, faire des grandes envolées lyriques, faire des discours très longs, très amples, avec un nombre de sujets très important. Contrairement à Marine Le Pen, où là, évidemment, je pense qu'il a sous-estimé son sens politique, parce que Marine Le Pen, très tôt, en septembre, a fait le choix de faire une campagne axée sur le pouvoir d'achat. Et d'ailleurs, elle le dit
C'est assez intéressant parce que nous, on l'avait écrit dans Valeurs Actuelles en novembre 2021. Marine Le Pen, lors d'une interview, nous dit « Ce qu'Éric Zemmour ne capte pas, c'est le vote utile. Et ce que les sondeurs ne captent pas, c'est le vote utile. » C'est-à-dire qu'en fait, ce qui a fait perdre Éric Zemmour à la fin, c'est qu'il y a la crise en Ukraine. Donc, il y a Marine Le Pen qui en profite quand même et qui peut parler de ces sujets de pouvoir d'achat. Et donc, ça lui profite. Et le vote utile se met en place, entre guillemets, au dernier mois de l'élection, à partir du 15-20 mars. Et voilà, et Éric Zemmour, ça, l'avait pas du tout vu. En revanche, oui, je pense qu'il a sous-estimé un certain nombre de personnes, notamment Marine Le Pen. Ouais. Je vais raconter une anecdote que vous narrez là dans votre livre avec Philippe de Villiers, qui dit de Marine Le Pen qu'elle n'a de charisme que sur ses chats. Elle est obéie par ses chats, qui sont tous étrangers d'ailleurs. C'est que des siamois là-dedans. Oui. Éric Zemmour, lui, il dit également, il a dit pendant la campagne, elle c'est les chats, moi c'est les livres. Est-ce qu'il n'y a pas un petit mépris un peu bourgeois là-dedans qui du coup prive Éric Zemmour d'une partie de la droite qui recherche? Alors, du mépris, je pense pas. Je pense que c'est surtout de la moquerie. On en a souvent parlé, moi, pendant la campagne, parce que j'étais vraiment au cœur du réacteur. Donc c'est vrai que quand, par exemple, Éric Zemmour dit elle, c'est les chats, moi, c'est les livres. Moi, je discute avec vraiment tous les personnages de la campagne d'Éric Zemmour. Et en fait, plus que du mépris, c'est de la moquerie. Parce qu'en fait, ils sont pas d'accord avec l'idée que Marine se fait en tout cas pas de la politique, mais de sa campagne présidentielle. C'est-à-dire que Marine Le Pen a voulu personnifier jusqu'au bout sa candidature. Donc voilà. Donc d'ailleurs sur les affiches on l'a vu, c'était plus Le Pen présidente mais Marine présidente. Donc ça montre bien qu'on veut axer sur la personne de Marine Le Pen. Et donc évidemment il y a le sujet des chats qui revient parce que Marine Le Pen en a beaucoup parlé sur ses réseaux sociaux. On en voit tout le temps, notamment je sais pas moi, je pense à la vidéo de Noël où évidemment elle a son arbre de Noël et elle fait une vidéo avec des chats. Et en fait chez Éric Zemmour on ne comprenait pas pourquoi elle axait autant sa campagne autour pas sa campagne, mais l'image de sa campagne autour des chats. Et donc, plus que du mépris, moi je pense vraiment que c'est de la moquerie, parce qu'Éric Zemmour se fait une idée de la politique qui n'est pas du tout celle-là. C'est-à-dire qu'on le voit, il est toujours assez sérieux, ou trop sérieux souvent d'ailleurs, c'est peut-être la force de Marine Le Pen, et il ne comprend pas que Marine Le Pen utilise cette image-là avec des chats lui, il pense que la politique est quelque chose de noble, et donc qu'il faut en parler, donc des grands sujets, plutôt que de se réduire à ça. Après on est d'accord ou pas d'accord, mais plus que du mépris, je pense que c'est vraiment de la moquerie. À un moment, sur son déplacement au Sable d'Olonne, vous écrivez « Malheureusement, le candidat ne va pas à la rencontre des sablés, ne serre pas beaucoup de mains. La mue n'est pas encore totalement terminée. » C'est vrai. Est-ce que vous diriez qu'il a aujourd'hui terminé sa mue? Alors, en termes de rencontre avec les gens, en fait, il a mis beaucoup de temps à rencontrer des Français. Notamment, donc, je parle de ce moment-là au Sable d'Olonne. Donc, il est en train de défendre la statue de Saint-Michel qui est menacée comment dire, il y a une association de la libre pensée qui veut l'enlever de la place Saint-Michel. Et donc lui, il y va pour défendre. Et en fait, autour, c'est une grande place, donc il y a 500 personnes, je pense. Et en fait, il reste là. Il est avec Philippe de Villiers à sa droite. Patrick Buisson à sa droite, Philippe de Villiers à sa gauche. Et il reste là, il dit son discours, il répond aux questions des journalistes. Quelques secondes passent et il s'en va. Et en fait, Marine Le Pen, elle aurait fait la même chose, sauf qu'elle serait ensuite allée faire des selfies. Signer peut-être des livres, les livres par exemple qu'elle a écrits il y a une quinzaine d'années. Aller juste discuter avec les gens. Et ça, les gens... en fait, ça représente pas beaucoup de choses pour un homme politique, mais pour les gens, ils s'en rappelleront. Et Éric Zemmour, il l'a compris lors de sa première, entre guillemets, déambulation à Cannes, fin janvier. Il va voir des gens, il fait 2 heures de déambulation sur le marché de Fortville, et en fait, nous, les journalistes, on se regarde et on se dit, il sait faire ça. Ça nous épate tous, hein, honnêtement. Je pense que tous les journalistes, d'ailleurs, qui l'ont pas forcément redit ensuite dans leur papier, étaient d'accord pour dire qu'Éric Zemmour, avait franchi un cap parce que on l'avait jamais vu. En fait, c'est très facile de parler à ses propres militants dans les meetings. Encore faut-il aller les voir ensuite sur le vrai terrain et se montrer intéressé.
Éric Zemmour, il n'a pas su le faire. Il avait fait 2 déambulations avant Cannes. C'était donc à Marseille, donc celle dont on se rappelle tous qui s'est très mal passée, et une en Alsace qui a été sous-médiatisée, mais parce que c'était juste avant Noël, et donc on n'avait pas trop vu ce qui s'était passé. Mais à Cannes, c'est vraiment un changement. Quelques jours, c'est 15 jours après les Sables d'Olonne, et là on se dit c'est bon, il va pouvoir le faire. Et ensuite il en fait plusieurs, il en fait d'autres tout au long de la campagne, et en tout cas c'est la mue globale d'Éric Zemmour. Évidemment il a fait 7%, donc on ne peut pas dire qu'elle ait été totale. En revanche, sur la question d'aller voir des gens, de faire des selfies, d'ailleurs c'est assez marrant parce qu'en fait avant la campagne il ne savait pas faire de selfies. Après la campagne, il savait. Au début, à la première déambulation, c'est Sarah Knafo qui s'occupe de faire les photos, et lui ne savait pas comment faire. Et à la fin, c'est lui qui prend son téléphone, qui prend le téléphone des gens, parce que souvent c'est les personnes âgées qui ne savent pas non plus faire des selfies, donc c'est très compliqué de faire des selfies, des photos avec 2 personnes qui ne savent pas faire de selfies. Et donc à la fin, c'est lui qui prenait les téléphones, qui prenait les photos. Donc ça montre quand même une évolution, une mue dans le personnage qui s'est révélée ensuite beaucoup plus intéressante. Et d'ailleurs c'est intéressant parce que moi j'ai suivi Éric Zemmour la semaine dernière dans le Var, où il est candidat aux législatives, et j'ai fait quelques marchés notamment, et là vraiment il est c'est pas encore du Marine Le Pen parce que Marine Le Pen est quand même rompue à l'exercice, et c'est très fort, mais on a quand même progressé même depuis Cannes, et depuis en tout cas cette journée au Sables d'Olonne qui m'avait marqué. Sur la ligne politique, alors là aussi, je cite une phrase que vous citez du candidat. « Ni Marine Le Pen, ni Valérie Pécresse ne veulent sortir de leur boutique. Moi, je veux rassembler toute la droite d'abord, puis tous les Français. » Alors, est-ce que, au moment où peut-être la campagne patinait un peu, il n'y a pas eu une tentation d'élargir un petit peu cette ligne politique ? Est-ce qu'il n'aurait pas pu, par exemple, s'orienter vers un angle peut-être plus souverainiste, essayer de parler à la droite et la gauche ? On a l'impression qu'il y a vraiment il y a la droite et la gauche pour Éric Zemmour qui ne veut pas dépasser ce clivage. Et en fait, lui croit toujours au clivage gauche-droite. Et c'est très intéressant parce que moi, au début, lors de l'introduction dans le livre, je raconte le premier comité opérationnel qui a lieu en avril 2021. Et il y a un de ses conseillers qui lui propose notamment, au début, de ne pas justement être dans cette alliance des droites, donc en allant chercher des gens de LR et du RN, mais qui lui propose au contraire de s'atteler aux souverainistes. Et en fait, lui considère qu'il n'y a pas de gauche patriote. Vous savez, il y a Jean-Pierre Chevènement dans les années 2000 qui a voulu faire ça, donc l'alliance entre les républicains des deux rives. Je crois que c'est un petit peu aussi ce que veut faire Front Populaire, c'est-à-dire, si je ne me trompe pas, c'est les souverainistes de gauche, de droite et d'ailleurs. Voilà. Et lui ne croit pas à ça. En fait, il pense qu'il y a beaucoup trop de divergences entre les souverainistes de gauche et de droite. À chaque fois, il prend l'exemple d'Arnaud Montebourg, qui, par exemple, certains souverainistes de droite sont encore contre le mariage pour tous, même s'ils ne veulent pas y revenir, sont sur certaines, par exemple la PMA, la GPA, ils sont opposés, et certains, je ne suis pas persuadé de la position d'Arnaud Montebourg, mais seraient plutôt favorables, et lui pense que ces sujets-là, en fait, comportent beaucoup trop de divergences pour qu'une alliance soit possible. Donc, une fois ce constat fait, il faut une nouvelle ligne politique, il faut un nouveau clivage. Donc, le nouveau clivage n'est pas du tout nouveau, c'est le clivage gauche-droite. Et lui considère, encore une fois, on va parler de Mitterrand, mais considère que Mitterrand a établi, entre guillemets, un cordon sanitaire dans les années 80, ce qui consiste à dire en gros que la droite républicaine ne peut pas s'allier avec le Front National devenu Rassemblement National, et lui en gros il veut casser cette digue. On le voit dans les sondages, il y a un bloc de droite qui pense à peu près la même chose. On l'a vu notamment avec le Congrès, il y a quand même 40% des gens, des sympathisants LR qui ont voté pour Éric Ciotti, et Éric Ciotti à mon avis n'est pas très loin, en tout cas de la pensée, peut-être pas de Marine Le Pen, mais notamment de Jordan Bardella. Il y a ce sujet-là. Et donc ensuite, Éric Zemmour, moi je pense qu'il a sous-estimé en revanche les réticences qu'ont les gens des Républicains, les cadres des Républicains notamment, à rejoindre des personnes aussi clivantes que lui ou Marine Le Pen. C'est-à-dire que dans sa campagne, en fait, quand on regarde, il n'y a pas beaucoup de LR. Il a eu Guillaume Pelletier, qui certes est venu, il était vice-président des Républicains, il a été porte-parole de Nicolas Sarkozy, comme on l'a dit, mais c'est une des seules prises de guerre
en tout cas au niveau des cadres. Et ensuite, nous, quand on l'interrogeait, parce qu'on l'a interrogé plein de fois, vu qu'on était souvent avec lui pendant la campagne, il nous disait toujours, les Ciotti, les Wauquiez, les Retailleau, par exemple, vont nous rejoindre, mais au soir du 10 avril, quand on sera au second tour. Bon, évidemment, on ne pourra jamais vérifier ce scénario parce qu'il n'a pas été au second tour. Mais donc vraiment, sa stratégie, c'était ça. Des ralliements du Rassemblement national, il y en a eu un certain nombre. Nicolas Baer, Stéphane Ravier, Jérôme Rivière, Gilbert Collard. Dans les militants, dans les fédérations notamment, il y a un certain nombre de fédérations reconquête qui étaient tenues auparavant par des cadres du Rassemblement national. Mais donc sur la question du souverainisme, en fait, il l'a balayé vraiment très rapidement parce que lui n'y croit pas du tout. Et c'est d'ailleurs la stratégie actuelle de Marine Le Pen. C'est-à-dire que nous, quand on discute notamment par exemple avec Philippe Ollivier, qui est le conseiller politique de Marine Le Pen, il nous dit on ne veut pas du tout de la droite orléaniste, donc par exemple la droite de Valérie Pécresse, la droite LR qui est quand même assez proche d'Emmanuel Macron, mais en revanche il pense qu'il y a une gauche patriote qui pourrait un jour rejoindre Marine Le Pen. Et là où je pense que le RN est beaucoup plus fin qu'Éric Zemmour, c'est qu'il ne parle pas de cadres, mais d'électeurs. Il parle aux électeurs avant de parler aux cadres, et je trouve ça très intéressant parce qu'en fait, il n'y a aucun cadre de la gauche patriote ou de la gauche souverainiste qui rejoindra dans les semaines à venir, dans les mois à venir, Marine Le Pen, alors que les électeurs, eux, sont quand même beaucoup plus prompts à à mettre un bulletin pour Marine Le Pen ou un de ses candidats aux législatives que les cadres de rejoindre le RN. Vous évoquez à plusieurs reprises la religion chez Éric Zemmour, notamment lors de son voyage en Arménie, mais également lors des fêtes de Noël et également lors d'un débat organisé par Valeurs Actuelles. Alors, question, est-ce que c'était une communication politique à destination des électeurs de Sens commun, donc des électeurs fillonistes, on va dire, ou est-ce qu'il y a une véritable évolution de la part d'Éric Zemmour sur ces questions religieuses ? Je ne pense pas qu'il y ait une véritable, il n'a pas cherché à draguer ces personnes-là qui, en fait, sont les premiers à avoir décidé de voter Éric Zemmour. Et plutôt que de religion, je ne parle pas beaucoup de religion, en revanche, je parle beaucoup du rapport d'Éric Zemmour au christianisme. Donc vous parlez du voyage en Arménie, et ça c'est vrai que nous, les journalistes, c'est la première fois qu'on voit Éric Zemmour dans cet univers-là, et en fait le climat général de ce qui se passe en Arménie l'obligeait à parler donc de christianisme. En Arménie, évidemment, on sait qu'il y a la Turquie, il y a tous les pays autour qui sont des pays musulmans et on sait tout ce qui se passe en Arménie, on sait qu'il y a il y a la minorité chrétienne qui est plus que sous pression. Donc Éric Zemmour lors de ce voyage a voulu parler du christianisme. Il était notamment avec Philippe de Villiers et c'est vrai qu'il en parle à un certain nombre de moments et en fait ça va dans son discours en fin de compte, c'est-à-dire que lui déplore la décadence occidentale et il considère que l'absence du christianisme, un peu comme Michel Houellebecq en fait, considère que la déliquescence du christianisme va profiter à la montée d'une autre religion. Donc lui pense que ce sera l'islam, et c'est d'ailleurs ce qu'il dit quand il dénonce par exemple le grand remplacement. Il dit qu'en gros les Français de souche catholiques vont être remplacés par les nouveaux immigrés extra-européens musulmans, et donc et ça il le dit quand même depuis plusieurs années. Donc sur la question de est-ce qu'il a dragué les catholiques ou pas, je pense pas, parce que comme je l'ai dit, je pense que c'est les premiers à avoir décidé qui ont vu d'un bon œil la candidature d'Éric Zemmour. Et d'ailleurs, je l'explique dans le livre, une des premières formations politiques qu'il rencontre en juillet 2021, c'est le mouvement conservateur de Laurence Trochu, donc l'ex-Sens commun, qui se montrait déjà intéressé. Il y avait eu notamment un entretien réalisé avec Laurence Trochu, la présidente du mouvement, et ensuite il y avait eu ça c'était filmé, et ensuite il y avait eu un échange beaucoup plus informel, non filmé, et là évidemment tous lui disaient son admiration, tous lui disaient d'y aller. Donc c'est plus les cadres du mouvement conservateur qui ont dragué Éric Zemmour que l'inverse. Maintenant, on avance un peu dans le temps. Donc, le 24 février, vous citez Philippe de Villiers qui parle de l'Ukraine. Alors, il dit « On est mal, la guerre en Ukraine va éclipser le grand remplacement, l'augmentation des prix de l'énergie va favoriser Marine Le Pen. » Un peu plus tard, vous citez un autre passage d'une discussion entre lui et Éric Zemmour où il dit « À un moment, il faudra que tu parles de l'Ukraine, du logement, des mal logés. Il faudra que tu parles à la France
et aux Français. Ça, il lui dit en Arménie, ouais. Est-ce qu'il a réellement pris la mesure de l'ampleur qu'elle ait déclenché cette crise au moment de la présidentielle? Non, pas du tout. D'ailleurs, toute son équipe a du mal. Hein. Je pense qu'ils mettent au moins une bonne semaine pour comprendre que c'est terminé, en fait. Qu'il ne sera pas au second tour. Que la crise en Ukraine, il n'a que des points à perdre, il ne peut pas en gagner. Que son sujet, le grand remplacement, l'immigration, va être totalement mis sous boisseau par évidemment une guerre en Ukraine où il faut en parler, c'est évident. Et ensuite, à mon sens, il se trompe, et on l'a vu après, avec les réfugiés ukrainiens, alors qu'il aurait pu au contraire jouer ce sentiment de concorde européenne, de dire c'est nos frères européens, on va les accueillir. Lui préfère dire on n'en accueille pas et ils ont qu'à aller dans les pays voisins, ce qui peut se défendre comme position, mais en fait au moment où l'émotion dépasse la raison, l'intelligence politique qu'il aurait dû avoir et qu'il n'a pas eu, ça aurait été vraiment de prendre toutes les précautions possibles, mais en fait il a voulu cliver sur ce sujet-là, et c'était à mon sens une erreur. Et pour prendre la deuxième partie de la question, il n'a pas, il n'a pas saisi les intérêts. Donc quand Philippe de Villiers lui dit en Ukraine, en Arménie pardon, lui dit, il faudra que tu parles de l'Ukraine, des mal logés, tout ça. En fait, Éric Zemmour voulait pas se faire piéger par ses opposants. Marine Le Pen voulait imposer la question du pouvoir d'achat, Jean-Luc Mélenchon aussi, Emmanuel Macron, on ne sait pas trop quel sujet il voulait, mais surtout pas l'immigration. Et lui voulait imposer son thème. Donc évidemment, quand on veut imposer son thème, on parle de son thème et on essaye de parler moins des autres. Mais à partir de la crise en Ukraine, c'est vrai que c'est beaucoup plus compliqué pour lui de l'imposer. Il essaiera ensuite, quand on apprendra, notamment je pense à ce papier du Figaro qui, 2 semaines après, dit qu'en gros, à l'OFPRA, donc, qui est l'office qui est chargé de contrôler les stocks d'immigration, il y a un Ukrainien sur 3 en fait n'est pas ukrainien, et plutôt soit un Syrien, soit des personnes qui viennent d'Afghanistan. Et il essaiera ensuite, mais ça prendra pas parce qu'évidemment il y a des massacres, il y a des crimes de guerre, et évidemment on va parler beaucoup plus de ça que de ce qui se passe en France, et c'est normal dans une certaine mesure. Autant vous évoquez beaucoup les moments forts de la campagne d'Éric Zemmour, notamment avant la guerre en Ukraine. Vous parlez assez peu finalement dans le livre. Ça m'a surpris de cette période un peu noire. Finalement, il dégringole totalement dans les sondages. C'était quoi l'ambiance en interne? Comment ils ont vécu ce moment? Après la guerre en Ukraine? Ou avant? Après le déclenchement de la guerre en Ukraine. Après le déclenchement de la guerre en Ukraine, c'est très simple. Hein. Nous, on a il y a un meeting qui est à Chambéry le lendemain, le 25 février, le lendemain de l'invasion russe, et toutes les équipes sont dépitées. D'ailleurs, la phrase de Philippe de Villiers l'illustre. Hein. Ils essaient de trouver une manière de riposter. C'est très compliqué de riposter là-dessus quand la polémique vient de lui-même. Ensuite, donc il dégringole dans les sondages, et là, les gens qui sont chargés d'analyser les sondages vont chercher jusqu'à la dernière petite ligne dans les sondages, le dernier petit chiffre qui pourrait faire en sorte que de trouver une manière de répondre aux critiques, de nous dire mais non, mais vous voyez là, Valérie Pécresse est descendue, nous aussi, donc ça veut dire que c'est pas de la faute des réfugiés ukrainiens. En fait, ils essaient de trouver tous les stratagèmes pour sortir de cette spirale, et ils n'y arrivent pas évidemment, parce qu'en plus il y a quand même un autre sujet, c'est les médias évidemment, les médias qui évidemment rapidement le qualifient de pro-Poutine, lui ressortent des propos qu'il a tenus il y a quelques années. Et d'ailleurs, c'est Marine Le Pen en fait qui a profité de tout ça, parce que d'ailleurs elle l'assume, et ses conseillers l'assument. Ils disent qu'il y a eu le paratonnerre Zemmour pendant la crise ukrainienne et pendant toute la campagne, c'est-à-dire que Marine Le Pen, on l'a vu, qui est beaucoup plus proche de Poutine et à des personnes dans son parti beaucoup plus proches de Poutine qu'Éric Zemmour, mais n'en a pas subi les conséquences, en tout cas avant l'entre-deux tours, où là on a vu la machine médiatique s'est mis vraiment totalement contre Marine Le Pen, mais Éric Zemmour a subi toute une campagne médiatique dans sa
dans sa campagne, qui n'a pas compris, hein, rien à voir avec l'Ukraine, mais lors par exemple de son meeting au Trocadéro, quand une partie de son public crie Macron assassin, eh ben on en parle pendant 4-5 jours sur toutes les chaînes d'infos, alors qu'il y avait quand même un discours d'1 heure et demie, un événement qui a réuni entre, je sais pas, je vais pas donner de chiffres, parce qu'entre 50 000 et 100 000 personnes, et voilà, et en fait il voit sa campagne au fur et à mesure, il voit les médias traiter ça, il voit les journalistes, hein, d'ailleurs, qui étaient très sympathiques avec lui de septembre à février, devenir avec des questions beaucoup plus venimeuses, beaucoup plus offensives, qui étaient beaucoup moins dans l'interrogation mais dans l'exclamation, et ça il le voit, et en fait il trouve pas la solution, et d'ailleurs je sais pas s'il y avait une solution pour réagir à tout ça. Est-ce que Éric Zemmour a une face obscure dont vous pourriez nous parler aujourd'hui, des défauts? Alors, de temps en temps, vous dites qu'il est quelquefois colérique. Ça peut arriver, oui. Mais voilà, quelles sont quelle est l'ombre d'Éric Zemmour? En fait, c'est assez intéressant avec Éric Zemmour, c'est que c'est absolument le même quand on le voit en plateau, quand on le voit avec des journalistes, et quand on le voit en face à face ou avec ses amis. Moi, pour le coup, j'ai vu toutes les situations, parce que j'ai vraiment vécu quasiment 1 an avec lui, jour et nuit. Je le suivais partout, je discutais quasiment tout le temps avec lui, et c'était très intéressant de le voir. Donc la face noire, non. Peut-être un peu colérique de temps en temps, notamment... en fait, il est colérique, mais à certains moments où c'est quand même plutôt légitime. Notamment, je raconte une scène dans le bouquin où il est très énervé. C'est après la publication par Closer de la soi-disant grossesse de Sarah Knafo, sa conseillère. Il a quelques raisons d'être énervé. Et sinon, en fait, j'ai pas cherché... moi, j'ai cherché déjà... Il y avait 2 objectifs dans ce livre. Montrer qui était Éric Zemmour, ça je pense que les gens le savent. C'est quelqu'un qui est en fait tout à fait normal, tout à fait drôle, et je le raconte dans la conclusion, qui en fait ne parle pas tant des sujets d'immigration, d'insécurité, de grands emplacements, quand voilà, quand il est hors des caméras. Dans la conclusion, je dis qu'en fait il m'a beaucoup plus parlé de joueurs de foot, de Michel Platini et de Johan Cruyff, que de grands remplacements. Et ça, à mon avis... il y a personne qui pense que Éric Zemmour, une fois que le plateau est terminé, il parle de Johan Cruyff ou de Michel Platini. C'est impossible, à mon avis, pour les gens. Et la deuxième chose que je voulais montrer, c'est l'homme politique. Quelles erreurs il a fait, ça je les raconte. L'Ukraine, un manque de sens politique à certains moments, ne pas aller voir les gens à certains moments. À la télé, je pense notamment, je suis assez dur avec lui lors du débat face à Valérie Pécresse, où il se laisse amené par Valérie Pécresse, alors que là pour le coup, sur la question de tout à l'heure, je pense qu'il avait sous-estimé Valérie Pécresse lors de ce débat. Donc voilà, je dis un certain nombre de défauts, et en fait quand j'ai écrit ce livre aussi, je me suis dit il y a déjà eu une 15aine de livres anti-Éric Zemmour, donc je vais pas en faire un pro, mais je vais essayer d'en faire un neutre. Donc je raconte voilà, ses faiblesses, mais je raconte aussi ses forces, la sincérité, le côté naturel du personnage. Et je pense que ça, vous interrogez n'importe quel journaliste, il vous dit la même chose que moi, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est absolument le même en plateau, en dehors des plateaux, avec ses amis, avec ses parents, avec sa famille, avec tous les gens qui l'entourent. On a commencé l'interview en parlant de Philippe de Villiers. Donc je vous propose de la terminer. Allons-y. En parlant d'une femme cette fois-ci, qu'on a déjà évoquée par ailleurs, donc Sarah Knafo. Bien sûr. Donc la conseillère d'Éric Zemmour. Conseillère et compagne d'Éric Zemmour. Et compagne, vous faites bien de le préciser. On va en parler juste après. Alors, pour commencer, vous citez à un moment Philippe de Villiers qui confie « C'est dommage, la campagne a été confisquée par un duopole, Éric et Sarah ». Alors, à quel point Sarah Knafo a été le fer de lance d'Éric Zemmour? Et également, est-ce que ça n'est pas elle qui aurait pu potentiellement l'aveugler à d'autres moments? Alors, sur Sarah Knafo, donc ils se connaissent depuis une dizaine d'années, et c'est elle qui, non pas fait la campagne, mais qui met tout ce qu'il faut, pose les fondations de la campagne. Moi, le premier rendez-vous que j'ai avec un membre de l'équipe d'Éric Zemmour, c'est avec Sarah Knafo en février 2021. C'est le moment où il y a la première couverture de l'Express, la première couverture de Valeurs Actuelles sur la tentation présidentielle d'Éric Zemmour. Et donc c'est elle qu'on voit en premier, c'est le premier interlocuteur. Et en fait, on sent très rapidement qu'on va devoir,
s'entendre plutôt bien avec elle, parce que c'est elle qui va être en gros la directrice de campagne, même si elle ne l'était pas, c'était Bertrand de la Chênaie, mais elle était directrice de la stratégie, c'est que tout comme. Et donc, l'importance de Sarah Knafo, pour en revenir vraiment au sujet global, je ne connais pas beaucoup de directrices de la stratégie qui sont dans le même bureau que le candidat. Patrick Stefanini n'a pas le même bureau que Valérie Pécresse. Christophe Bay n'est pas dans le même bureau que Marine Le Pen. Là, au 10 rue Jean Goujon, donc au siège de Reconquête, Éric Zemmour et Sarah Knafo, leur bureau est face à face. Il y a d'ailleurs, une petite anecdote, une photo d'eux au-dessus du bureau d'Éric Zemmour, un portrait et une photo d'eux au-dessus de leur bureau. Donc c'est pas anodin. Mais en même temps, c'est pas anodin qu'un candidat ait comme principale conseillère sa compagne. Voilà, le mari de Valérie Pécresse ne fait pas du tout ça. Marine Le Pen, voilà, est célibataire, donc il n'y a pas tous ces sujets-là. Peut-être le seul sujet qu'on pourrait avoir, c'est Emmanuel Macron et Brigitte Macron. C'est un peu le même genre. Je ne sais pas si vous vous souvenez du documentaire de 2017 sur la campagne d'Emmanuel Macron. Vous savez, quand Emmanuel Macron il revient du débat et il demande à Brigitte Macron qu'est-ce qu'elle en a pensé, et la phrase qu'elle lui répond, on en parlera tous les deux. Nous, ce qu'on fait, c'est à deux. Et ben en fait, c'est la même chose. Et la phrase de Philippe de Villiers, enfin c'est la même chose à une exception près. C'est que Emmanuel Macron et Brigitte Macron n'ont pas confisqué les prises de décision lors de la campagne de 2017 et de 2022. Là, on avait quand même l'impression que toutes les décisions étaient prises par Sarah Knafo et Éric Zemmour. Ça s'est un petit peu, amélioré quand Guillaume Pelletier est arrivé, quand Nicolas Bay est arrivé, qui sont quand même des hommes politiques qui ont un CV, qui ont une carrière politique, qui ont fait des campagnes. Donc c'est intéressant d'avoir leurs avis. Notamment, je parlais du ministère de la Réimmigration. Vous voyez, là, c'est Philippe de Villiers et Nicolas Bay et Guillaume Pelletier qui le proposent. Mais c'est vrai qu'au début de la campagne, je parlais février 2021, donc ça c'est vraiment la pré-campagne, jusqu'en janvier, c'est Éric Zemmour et Sarah Knafo qui prennent toutes les décisions. Et donc cette phrase de Philippe de Villiers, c'est après les Sables d'Olonne, donc le 8 janvier. C'est un mois après ça, parce qu'ils avaient fait un déjeuner avec Patrick Buisson, Éric Zemmour et Philippe de Villiers. Donc c'était vraiment, vous vous souvenez, d'ailleurs les velléités présidentielles d'Éric Zemmour commencent à ce moment-là, en 2015, à la Rotonde, à la fameuse table 205, où il y a Éric Zemmour, Patrick Buisson et Philippe de Villiers qui discutent de ça, et les deux anciens, si je puis dire, disent à Éric Zemmour, il n'y a plus rien, il faut que tu y ailles toi. À la base, il prend ça pour une blague, et d'ailleurs je vous conseille le livre de Geoffroy Lejeune là-dessus, qui l'explique très bien, Mon chef à Valeurs Actuelles, qui avait fait un roman fiction plus une préface pour expliquer vraiment toute cette pré-campagne d'Éric Zemmour. Et donc moi je suis là pour apporter ensuite ce qui s'est passé pendant la campagne. Et c'est vrai que pendant la campagne, donc c'est vrai, Éric Zemmour et Sarah Knafo ont concentré les décisions, mais parce que d'une certaine manière, en fait, le pouvoir ne se partage pas. Et en fait, quand on est à des postes comme ça, c'est comme si moi, je vous disais, par exemple, je vais envoyer quelqu'un d'autre faire ma promotion. Moi, je pense qu'avec mon livre, je suis le meilleur pour faire ma propre promotion. Et en fait, Éric Zemmour et Sarah Knafo avaient ce même but, c'est-à-dire qu'en fait, les décisions qu'on va prendre, on pense que c'est les meilleures, donc on va les prendre nous, et on va écouter les autres, pas souvent appliquer les conseils qu'on nous donne, mais en tout cas, ça a marché, mais pendant un certain temps. Et sur la fin de votre question, sur l'influence peut-être néfaste entre guillemets de Sarah Knafo, c'est vrai qu'à certains moments, elle a pu être, pas de mauvais conseils, mais en tout cas, elle a pu être peut-être bornée, le mot est peut-être un peu fort, hein, bornée dans une certaine optique, dans un certain... Elle savait où elle voulait aller. C'est quelqu'un qui est très intelligent, elle n'a que 29 ans maintenant, mais c'est quelqu'un qui sait où elle veut aller et qui avait son plan en tête. Mais en fait, quand il y a la guerre en Ukraine, tout ce plan tombe comme un château de cartes. Et donc c'est très compliqué quand on n'a pas de plan en tête d'en imaginer un nouveau, voire des nouveaux. Parce qu'avec l'actualité en Ukraine, tout a changé en quelques jours. Et donc il n'y avait plus de fil conducteur de la campagne. Et on le voit d'ailleurs, hein, la campagne dérape à ce moment-là. Et c'est un moment où les meetings sont moins bien. Par exemple, le ralliement de Marion Maréchal est très mal organisé. Il l'organise un dimanche, dernier jour pour les chaînes d'information en continu. Éric Zemmour n'a plus de temps de parole. Donc le meeting de ralliement à Marion Maréchal, qui était annoncé depuis 1 mois et demi, n'a pas pu être diffusé sur les antennes parce que c'était le dernier jour et Éric Zemmour n'avait pas de temps de parole. Donc ça, c'est une des erreurs. Ils auraient pu le mettre une semaine après. Vous voyez, par exemple, c'est anecdotique, mais l'œuf
sur la tête d'Éric Zemmour à Moissac, le 12 mars, ça n'arrive pas avant. Ça arrive après la guerre en Ukraine. Et donc en fait, il y a eu des premiers obstacles en novembre. On a parlé de Marseille, on a parlé de Closer, on a parlé notamment de la Suisse, où là, c'est les Antifa qui perturbent sa campagne. Mais la seconde partie, c'est l'Ukraine qui perturbe sa campagne, mais c'est les erreurs d'Éric Zemmour qui font qu'il arrive à 7% à la fin. On parlait tout à l'heure de la liaison entre Sarah Knafo et Éric Zemmour. Oui. Alors, vous n'en parlez pas et on peut tout à fait le comprendre. Moi, la seule question que j'ai, et sans vouloir rentrer dans les alcôves, là, c'est pas l'idée, mais à quel point quand même des tensions familiales, il l'officialise pendant sa campagne, à quel point les tensions familiales ont pu affecter le candidat finalement. Est-ce que ça n'a pas pu nuire à une partie de son électorat, notamment, je pense, l'électorat filloniste, qui est peut-être plus à cheval sur ces sujets-là? Je réponds à la fin de la question avant. Je ne pense pas. On l'a vu dans les reports de voix. On le voit même, dans les reports de voix du 10 avril. Hein. Il est quand même assez... il a fait une constante sur l'électorat filloniste. Il n'en a pas perdu beaucoup. L'électorat qui perd, d'ailleurs, après le 24 février en Ukraine, c'est un électorat macroniste. C'est le peu d'électorat macroniste qu'il avait, qui, par une sorte de réflexe de drapeau, rejoint Emmanuel Macron. Et donc sur les tensions, évidemment, il a eu des tensions avec sa femme, évidemment. Moi, je n'ai pas assisté à ça, mais évidemment, comme je l'ai lu quelque part, et parfois on en a parlé, pas forcément avec Éric Zemmour, parce que c'est pas facile à aborder, mais avec des membres de la campagne. Évidemment, il y a eu des problèmes. Avec ses enfants, c'était aussi compliqué au début, mais je le raconte dans le livre. Ensuite, ils ont pris part un peu à la campagne, notamment ses deux fils, Thibaut Zemmour et Hugo Zemmour, qu'on voyait très souvent au QG, qui ont participé, qui étaient à des meetings, et qui ont, qui auprès de leurs amis, notamment, ont organisé, quelques réunions, avec leurs amis étudiants de Paris, ils ont participé à la campagne, donc vraiment ils ont mis ça de côté. Et par ailleurs, je sais très bien que notamment les deux garçons entretiennent de très bonnes relations avec Sarah Knafo. C'est la fin de notre échange. Donc, je rappelle le titre de votre ouvrage, donc Zemmour dans le secret de sa campagne, édité chez Plon. Merci d'avoir répondu à l'invitation de Front Populaire, Jules Torres. Merci Bertrand, et c'est disponible du coup dès aujourd'hui. Merci beaucoup.